Et avec nous pour ce club des territoires, Elisabeth Martichoux. Bonjour Elisabeth, merci d'être là. Mais c'est un plaisir partagé. Éditorialiste politique à TF1 LCI. Martial Foucault, bonjour Martial. Bonjour. Merci également d'être avec nous, politologue, chercheur au CEVIPOF, et Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour Yann. Merci également, directeur général opinion de l'IFOP. À un an des municipales, dans quel état d'esprit sont les maires? Deux grandes études ont été publiées ces derniers jours. La vôtre Martial, la vôtre Frédéric. Alors les maires, souhaitent-ils, c'est bien fait, souhaitent-ils se représenter? Quels sont leurs sujets de préoccupation? La démocratie municipale est-elle en danger? Vous allez nous dire ce qu'il en est. Lorraine, vous nous donnerez les grands chiffres. Oui, en effet. Alors, qui veut se représenter? Qui sont-ils ces maires? Quels sont leurs profils et quels sont aussi les motifs et les motivations? On voit ça dans quelques... Et on voit ça dans quelques instants, mais ça fait aussi l'actualité dans nos régions. Et après, le Sénat, l'Assemblée nationale a voté cette semaine la parité obligatoire pour toutes les listes municipales, y compris dans les plus petites communes. Un choix qui divise les élus à moins d'un an des municipales. On regarde ce reportage de TV Tour. Il est signé Roméo Marmin avec Gabriel Ziard sur la difficile mise en application de cette nouvelle règle sur la parité. En France, dans les communes de moins de 1000 habitants, on ne trouve que 37% de femmes dans les conseils municipaux, contre 48% dans les autres communes où les listes sont déjà paritaires. Seulement un maire sur 5 est une femme, et ce peu importe la taille de la ville. Anaïs Avril, vous êtes l'une d'entre elles. Vous venez de quelle commune, expliquez-moi? Louhans, en Sud-Touraine, une petite commune de 700 habitants. Déjà dans ma liste existante, je n'ai que 2 femmes, une femme sûre qui reste, peut-être 2. Moi, j'ai toujours dit que s'il y avait une autre liste, je me battrais pas parce que je fais pas de la politique. Je suis là vraiment pour me servir mon village. Mais du coup, s'il n'y a pas de parité, en tout cas que j'arrive pas à la trouver, qu'il n'y a pas d'autre liste, je pense qu'il n'y aura pas d'élection. En cas de manque d'effectifs, hommes ou femmes, dans les très petites communes, la loi permet déjà d'abaisser le nombre de conseillers municipaux. Les listes sont dites réputées complètes, même si elles comptent 2 candidats de moins que le total légal. Je ne crois pas que ce mode de scrutin qui changera ne permettra pas à certains ou à certaines de monter des listes entières. Il faut absolument que la parité s'applique dans toutes les communes, qu'il y ait une équité entre toutes les communes. Et j'ai envie de dire que on a le temps maintenant de commencer à constituer des listes pour ceux et celles qui sont candidats et candidates pour rassembler le maximum d'élus, à la fois des hommes et des femmes. Éloi Canon est éleveur d'agneaux, agriculteur et maire de Chemillé-sur-Dème. Il en est à son 3e mandat consécutif après avoir été élu en 2008. La première fois, on avait essayé, on n'avait pas réussi, puisqu'on avait demandé à autant d'hommes que de femmes. Et il y avait eu plus de réponses positives chez les hommes. Et donc on avait au final 5 femmes et 10 hommes. Et les 2 fois suivantes, en s'y prenant d'avance et en faisant attention, on a réussi à respecter, on va dire, cette parité. Les élections municipales auront lieu en mars 2026. Environ 7 communes sur 10 sont concernées par ces changements dans toute la France. Voilà pour ce reportage de Val-de-Loire TV. Est-ce que ce changement de règle à moins d'un an des municipales, en imposant du coup des scrutins de liste et la parité, y compris dans les très petites communes, ça va compliquer la tâche aux maires sur le terrain? Probablement que non. Pour 2 raisons, parce qu'il y a déjà eu ces changements de règles électorales il y a plusieurs années, lorsque pour les communes de plus de 1000 habitants, on avait mis en place la parité. Alors aujourd'hui, la réalité peut être difficile à imaginer, parce qu'on est à 1 an, et le reportage l'a indiqué, il y a des communes pour lesquelles l'engagement des femmes est difficile en raison à la fois des sujets que l'on connaît bien, qui sont l'investissement possible des femmes dans des activités correspondant aux inégalités que l'on connaît dans la répartition des activités domestiques, la responsabilité des enfants. Bon. En fait, aujourd'hui, dans les conseils municipaux, c'est presque 37% de femmes qui siègent. Donc on est encore loin des 50%. Ça veut dire aussi que je crois que là, le législateur a essayé de corriger un travers qui est quand même aujourd'hui très très fort. On parle des communes, mais on pourrait rajouter également les intercommunalités, où la place des femmes est très en retrait. Et donc, peut-être que le législateur aura des difficultés pour l'application stricte dès 2026. Mais aujourd'hui, il n'y a pas cette parité. Et on voit que, malgré tout, on a des vagues de démissions importantes, pas seulement de maires, mais de conseillers municipaux et de conseillères municipales qui, au-delà de la démission,
sont parfois absents et absentes. Donc il faut trouver une voie pour corriger aujourd'hui ces difficultés, à faire en sorte que les conseils municipaux fonctionnent dans leur totalité et entièreté. Oui, et justement, Elisabeth, c'est quand même un vrai sacerdoce, cet engagement des élus locaux. Est-ce que ça risque pas de compliquer la tâche pour la constitution des listes? Alors sur la parité, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, c'est parce que c'est difficile qu'il faut s'y engager. Évidemment qu'il faut le faire. La difficulté, je ne pense pas qu'il faille partir de l'idée qu'elle est genrée, entre guillemets. Alors, vous savez que Camille Pouponneau, qui est une maire près de Toulouse, 9000 habitants, vient de publier un livre qui s'appelle, je crois, Le Grand Gâchis, à propos de son mandat. Et elle démissionne. Parce qu'elle se sent très seule. Mais beaucoup d'hommes, maires, se sentent très seuls. Il ne faut surtout pas considérer qu'il y a un état de faiblesse de la maire en particulier. Il faut la parité. Il faut la parité parce qu'il faut un accélérateur de particules. Il faut faire comme pour les communes qui sont plus peuplées. Il faut du volontarisme. Il faut de la contrainte. C'est comme ça qu'on y a... Je ne suis pas une grande fan des quotas, ni des obligations, mais là, je pense que c'est indispensable parce qu'il faut les aider. Il n'y a pas moins de femmes que d'hommes dans les petites communes. Et elles sont extraordinairement capables. Il faut les soutenir. C'est aussi une façon, je pense, de les soutenir que de dire que le législateur est derrière la société. Je ne doute pas du tout qu'elle soit favorable à la parité. Pousse à cette obligation. Je partage complètement ce que dit Elisabeth. J'ai souvenir d'une enquête de l'IFOP faite en 2001 pour l'Observatoire de la parité, au moment où il y a eu la loi qui a forcé, et les partis politiques, je me souviens des réticences très fortes, notamment, il faut le dire, du RPR et de l'UDF, sur le fait d'avoir des listes paritaires. Et c'est vrai que ça a été, je reprends votre terme, Elisabeth, un accélérateur assez incroyable. Si aujourd'hui, il y a des maires femmes à Paris, Rennes, Nantes, Aix-en-Provence, plutôt Avignon, et Aix-en-Provence d'ailleurs, et ailleurs, c'est aussi parce qu'il y a eu ce volontarisme qui a contraint des partis politiques où la place des femmes était quand même réduite, de commencer par l'échelon local. Et c'est vrai que les nouvelles dispositions, très clairement, c'est difficile à enclencher. On est très proche du scrutin, c'est aussi ce qu'on entend sur le terrain, on est à moins d'un an. Je suis d'accord, il y a quand même beaucoup d'endroits où les listes ne sont pas faites. L'offre électorale, on fait beaucoup d'enquêtes, il ne faut pas seulement, il y a beaucoup d'endroits où elle est vraiment que balbutiante, mais c'est vrai que ce n'est pas que le problème central, mais c'est effectivement une contrainte, mais qui va permettre peut-être de changer la donne. 37%, on n'est pas encore aux 50%. Non, il faut rappeler quand même un élément important sur ce scrutin de liste municipal. Le nombre de conseillers municipaux est un nombre impair dans tous les conseils municipaux. Donc la parité ne veut pas dire 50-50. Elle n'arrivera pas mécaniquement. Aujourd'hui, c'est 20% de maires sont des femmes. Donc vous voyez, la marge de progression, elle est considérable. Avant 2001, ça devait être 4-5%, je pense. On est passé de 1% l'élection municipale de 1959 à 20%. La parité, si on ne changeait rien, il faudrait attendre près d'un siècle pour avoir 50% de maires femmes. Et je rajoute un élément important, ça ne veut pas dire que la loi sur la parité pour les communes de moins de 1000 habitants imposera nécessairement que la tête de liste soit une femme. On verra comment les listes vont s'organiser, mais ça ne garantit pas encore aujourd'hui la tête de liste. Et c'est ça, finalement, le plus important. On va parler de vos études, Lorraine. On va commencer notamment l'étude de Martial. On va se concentrer sur quelques données. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien, déjà, 5200 maires ont été interrogés. Sur ce panel, 42% d'entre eux ont l'intention de se représenter l'année prochaine, donc en 2026. 28% ne se représenteront pas et 31% ne savent pas encore. À noter que la taille de la commune, eh bien, plus elle est grande, au-dessus de 1000 habitants, c'est un seuil à référence, et bien plus l'intention de se réengager augmente. Autre précision, plus le maire a enchaîné les mandats et moins il a envie de se représenter. 21% des maires qui effectuent leur premier mandat ne veulent pas se représenter, alors que 41% des maires qui ont au moins 5 mandats à leur actif ne se représenteront pas l'année prochaine. Plusieurs explications, l'âge, la lassitude et puis aussi des facteurs, on peut le dire, contextuels. Martial, on est quand même loin quand on lit votre étude de la grande démission. On en ressort plus optimiste que ce qu'on pouvait attendre, notamment quand on entend l'association des maires de France.
Oui, c'est vrai que l'étude montre en fait des résultats qui vont à l'encontre de certains discours alarmistes, les expressions crise de vocation, grande démission, ras-le-bol des maires. Bon, en réalité, quand on compare à l'élection précédente de 2020, on est sur des tendances assez semblables. Pour autant, le mandat a été particulièrement éprouvant pour tous ces maires. La succession des crises qu'ils ont dû affronter, c'est pas tant que les maires soient dans l'incapacité de gérer des crises. Ce qui s'est produit au cours de ce mandat, c'est finalement leur sollicitation uniquement pour gérer des crises. Et à travers cette enquête, moi je dirais que le mot qui revient le plus souvent dans les verbatims de maires, c'est l'absence de considération, le manque de reconnaissance, qui, effectivement, les fait davantage souffrir que tout un contexte qu'ils ont pris en compte, c'est-à-dire les difficultés, les contraintes réglementaires, l'avalanche, l'inflation des normes. Tout ça, finalement, ils se disent, on le sait et on doit travailler avec. Donc, je dirais que la crise des vocations, elle est encore très loin de nous. Et d'ailleurs, moi, je suis toujours frappé parce que je rappelle, la France est le seul pays au monde capable, tant d'une élection municipale, et on le verra encore en 2026, de rassembler, bon an, mal an, 1 million de citoyens qui vont se présenter sur les listes électorales, sur un corps électoral de 48 millions de personnes. Franchement, si la démocratie municipale était en danger, on n'aurait pas ce rapport de 1 citoyen sur 50 qui souhaite contribuer, participer, élaborer avec d'autres aux destinées de cette communauté de vie que représentent les communes. D'autant, Frédéric, ça c'est votre étude, que les Français, quand vous leur demandez s'ils sont satisfaits de leur maire, la réponse est majoritairement oui. Clairement, dans cette étude pour l'inspiration politique, experts et territoires, c'est le pendant de l'étude de Martial Foucault. On interroge 3000 Français dans des communes de plus de 5000 habitants, donc les plus petites communes sont mises de côté dans cette enquête, mais on voit très bien à quel point le maire est l'acteur de confiance. Sa cote de satisfaction, c'est 64%. À titre de comparaison, peut-être audacieuse, la cote du couple exécutif, c'est autour de 25%. Les Français ont le sentiment qu'il y a une éclipse du politique à l'échelle nationale. Le politique au national n'arrive plus à changer la vie, n'arrive plus à transformer le quotidien, ce qui n'est pas le cas du maire. Le maire, quelle que soit la taille de la commune, même s'il y a des différences, c'est plus sévère dans les communes de plus de 30 000 habitants, c'est plus favorable chez les 10-20 000 habitants, c'est très positif chez les nouveaux arrivants dans une commune, mais le maire réenchante la promesse du politique, parce que lui, déjà il est sur le terrain, il est à l'écoute, à portée d'engueulade, comme disait le président du Sénat, pour ne pas dire autre chose. Et ce manque de considération, on le voit dans notre enquête, mais les scores sont particulièrement impressionnants, même si on va peut-être en parler plus tard. Il y a un niveau d'exigence à l'égard du maire jamais vu, qui crée le mal-être dont parle Martial Foucault, et qui fait que le souhait de réélection est un peu moins fort que d'habitude. Mais au-delà de ça, et c'est vrai que c'est cet oxygène démocratique, c'est 1 million de personnes qui se présentent, c'est 650 000 élus municipaux, le maire est l'élu de confiance pour les Français dans un contexte de défiance nationale jamais vu. Ouais, et Elisabeth, du coup, il y a quand même de quoi être rassurée, à la fois sur le lien entre les Français et leur maire, et sur une volonté d'engagement qui est toujours là, de la part des Français. Moi, je trouve que ces études, elles remettent, si je puis dire, non pas l'église, mais la mairie au milieu du village. Pardon pour cette facilité. Non, mais c'est très réconfortant, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup insisté, notamment, vous l'évoquiez, sur les violences. La mairie de Saint-Brévin qui avait été incendiée, le maire a dû démissionner parce que dans sa commune allait être accueilli un centre d'accueil pour les migrants. Il y a eu aussi des agressions et même des incendies dans le cadre des émeutes des banlieues. Donc c'est vrai qu'on était très impressionnés par ce discours des maires qui remontaient des violences. Et dans l'étude, on s'aperçoit que ces violences-là, elles sont quand même marginales, elles sont insupportables, elles sont scandaleuses. Vraiment, elles ne devraient pas exister. Mais elles sont marginales, et ce dont ils se plaignent surtout, eh bien, ce sont des incivilités, c'est le manque de considération. Mais néanmoins, vous en parliez, il y a quand même 50% des maires qui sont dans l'étude, qui considèrent qu'ils ont la reconnaissance de leurs concitoyens. C'est très important parce qu'effectivement, c'est, comme le disait Frédéric, c'est beaucoup plus élevé que la reconnaissance que l'ensemble des Français et des citoyens ont à l'égard des politiques en général. C'est un truisme, mais l'élu de proximité, il demeure très important pour les Français. Et je trouve que, alors peut-être que c'est parce qu'il y a encore un niveau d'indécision fort,
Mais quand même, c'est très très réconfortant que la majorité des élus veuillent y retourner. Et quand ils n'y retournent pas, souvent, vous le disiez, Laura, c'est aussi parce que, place aux jeunes un peu, hein, parce qu'ils ont fait plusieurs mandats. Oui, on va revenir sur ces raisons. C'est une bonne nouvelle ce matin. C'est effectivement une bonne nouvelle. Je vais un peu casser l'ambiance. Il y a quand même un petit bémol. Martial, c'est dans les petites communes. Là, c'est plus difficile. L'envie, on sent qu'elle est moins là chez les maires des petites communes. Oui, parce qu'elle correspond à une certaine sociologie des maires qui occupent ces fonctions. Dans les communes de moins de 1000 habitants, on l'observe dans l'enquête, ce sont des territoires où les maires sont souvent à leur 3e, 4e, voire 5e mandat, et même plus. Et donc cette ancienneté dans la fonction, elle masque un sujet qui est l'âge. Et dans l'enquête, beaucoup de maires sont très soucieux. Je dirais qu'il y a les maires du 3e et les maires du 4e âge. Ceux qui, aujourd'hui, ont plus de 75 ans, leur aspiration, c'est prendre du repos, c'est prendre soin d'eux, et d'ailleurs ils le formulent ainsi, et ils ont en tête bien sûr la relève. Dans les communes, en lien sur le sujet qu'on évoquait sur le mode de scrutin, effectivement la relève, elle n'est pas toujours aussi spontanée, naturelle, et je dirais que c'est un parcours très processuel. On ne devient pas maire en se réveillant un matin en se disant je veux être maire de ma commune, je le serai. Non, c'est parce souvent... qu'il y a des futurs présidents qui se lèvent un matin et qui disent je vais être... Ça peut effectivement arriver. Mais la maturation est plus lente. C'est un long parcours, c'est une implication dans la vie, dans les associations culturelles, sportives, un premier mandat de conseiller municipal, puis adjoint, et enfin on devient maire. Et donc tout cela, c'est une histoire de 20 à 30 ans. Et donc quand on occupe un mandat et à 70 ans et plus, on réalise aujourd'hui, parce que Frédéric l'indiquait dans son étude, ce lien de confiance, là encore, il ne tombe pas du ciel. Souvent, ce que l'on remarque, c'est que l'appréciation des Français à l'endroit de leur maire, y compris dans les petites communes, c'est une question, bien sûr, ce lien de proximité, c'est aussi une question de probité et d'exemplarité. Et elle est très très forte. On considère qu'effectivement le maire, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance parce que au fond, il est honnête. Et cette honnêteté, dans une actualité nationale d'il y a quelques jours, révèle quand même une grande différence entre ce qui se passe au plan local et ce qui se passe au plan national. Et l'honnêteté, pour faire le lien entre vos deux études, c'est la première qualité qu'attendent les Français de leur futur maire. C'est l'honnêteté qui arrive en tête. Qu'est-ce qu'on met derrière? C'est la probité, c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est le fait d'être toujours là quand on a besoin d'eux. Et c'est vrai que l'honnêteté dépasse dans l'enquête la compétence, la capacité à gérer. Il y a un item qui monte très fortement dans les grandes villes, c'est le fait d'avoir un projet pour la ville. Les gens voient l'action municipale. J'ai donné les chiffres de 64% des Français satisfaits de leur maire. La satisfaction à l'égard du travail municipal, c'est 71%. Vous vous rendez compte, c'est des chiffres. Il y a les 29% de mécontents, que les maires voient plus sur le terrain que les satisfaits, qui sont un peu la majorité silencieuse, mais on en est là. Et par rapport à ce que dit Martial, sur le fait que des maires se disent j'ai fait 3, 4 mandats, mais quand on réfléchit à ça, 3, 4, 5 mandats, ça veut dire que le maire est très marginalement touché par la sanction. L'élection municipale, c'est l'élection où on sort le moins les sortants, même en 2014. 2014, c'est, quand on y pense, la plus grande valse d'alternance. La gauche perd 171 villes de plus de 10 000 habitants. Ce chiffre, ramené au nombre de villes de plus de 10 000 habitants, il y en a environ 1050. Ça veut dire, je rajoute quelques maires qui ne sont pas représentés. Ça fait que même en 2014, 65 à 70% des maires ont été reconduits. C'est l'élu de la continuité, de la stabilité, d'où les questions, quand j'ai fait 3, 4, 5 mandats, à qui je vais passer le flambeau. Voilà, on parle des maires qui ont fait 4-5 mandats. On va aller voir un maire qui en est à son premier mandat. Bonjour, Dernière Cornalba. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire de l'Étang-la-Ville, c'est dans les Yvelines. Un jeune maire. Vous avez été élu en 2020. D'abord, comment s'est passé ce premier mandat ? Écoutez, ça a été dit, je crois, c'était un mandat quand même assez turbulent. On va dire ça comme ça, puisqu'il faut quand même se rappeler qu'en 2020, c'était le Covid. Donc un contexte déjà d'élection très très particulier, auquel s'ajoute par ailleurs gérer l'urgence absolue qu'était à ce moment-là la crise sanitaire, la question des vaccins, etc. Je pense que la guerre en Ukraine, l'explosion des prix de l'énergie n'a sans doute pas aidé, et le contexte des finances publiques actuel fait que ça a été un mandat à bien des égards exceptionnel tout du long. Quelles ont été vos principales difficultés ? Déjà, je pense que ça a été très bien dit, mais une commune, c'est un projet, une équipe, un maire, pour pouvoir mener effectivement le projet à bien pendant les 6 années.
Et donc, on avait un certain nombre d'engagements sur une maison médicale, la refonte du site scolaire, la transition écologique, les questions de revitalisation du cœur de ville. Et faire ça dans un contexte aussi incertain, c'est un sacré défi. Et je dis incertain, y compris en termes financiers, c'est de se dire comment je vais réussir à financer cela, maintenir mon niveau d'ambition sur lequel je m'étais engagé, en dépit de bon nombre de facteurs que je ne maîtrise pas du tout. Donc ça, c'était une des difficultés. Et deuxièmement, par rapport à ce qui a été dit en plateau il y a quelques instants, effectivement, j'entends la très forte reconnaissance qu'on peut trouver sur le terrain et qui fait qu'on a envie de s'engager et que chaque matin on se dit qu'on est utile. Ça, c'est la force de la proximité des maires. Mais je ne veux quand même pas taire le contexte qu'on connaît tous d'une extrême polarisation malgré toute la vie politique, parfois y compris à l'échelle locale, de grandes tensions, parfois une libération de la parole sur les réseaux sociaux qui peut faire mal, qui peut être très douloureuse. On le voit avec un certain nombre de maires, y compris dans mon département, qui ont démissionné, burn-out ou situations difficiles. Ça existe aussi. Et ce que je voulais dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut trouver une reconnaissance dans ce que l'on fait, heureusement, et c'est pour ça que l'immense majorité des maires se sent utiles chaque matin, mais ça n'empêche pas qu'en même temps, parfois du fait d'une minorité, mais vous puissiez aussi être pris à partie, et ça aussi il faut l'entendre, et c'est pourquoi on est quelques maires et associations d'élus à plaider pour un statut d'élu. C'est le cas de l'Association des Petites Villes de France, c'est le cas de l'AMF, mais c'est une demande extrêmement forte, ce n'est pas un caprice, mais c'est aussi pour reconnaître parfois les difficultés que l'on rencontre, et je crois aussi inciter tous les citoyens, quels qu'ils soient, à s'engager à l'avenir. Si vous voulez bien rester avec nous, Daniel Cornalba, et rester avec nous dans ce débat. Elisabeth, c'est très intéressant ce que vient de dire ce maire. La polarisation de la vie politique, ça a des conséquences aussi sur les élus locaux. C'est pas parce que l'élu maire bénéficie d'une reconnaissance supérieure à celle des autres élus qu'il vit dans un bocal. Il est évidemment vulnérable, il est évidemment touché par cette ambiance de dureté qui touche tout responsable en réalité, tout responsable public, tout responsable économique. Donc effectivement, lui aussi, il souffre de cela. Et je dirais que longtemps, on a considéré que le maire, c'était un peu une extension du garde champêtre dans les petits villages. Donc voilà, une espèce de bonhomme bonne femme parfois, rarement, qui préside aux cérémonies du 11 novembre. D'ailleurs, les cérémonies, c'est très important pour les maires. Ce sont des bons moments. Et ça, j'ai trouvé ça assez touchant dans les études de ce matin. Mais en fait, ce sont des hommes et des femmes qui sont soumis maintenant à des dossiers extraordinairement techniques. L'urbanisme, les normes, ça c'est compliqué. Qui ont des ressources compliquées, voire... je pense que monsieur le maire peut nous le dire, difficile de joindre les deux bouts, et vraiment de plus en plus complexe. Donc c'est compliqué. Et puis avec cette exigence de résultat qui fait que aujourd'hui, quand un administré n'est pas content, il va directement et sans filtre s'en prendre à un élu. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit, malheureusement, mais qu'il ne soit pas touché par ce qui est aujourd'hui caractéristique. Oui, et Daniel Cornalba, est-ce que vous vous attendiez à une telle exigence de la part de vos élus? Vous êtes dans une commune qui a moins de 5000 habitants. Est-ce que vous êtes sollicité, sursollicité? Est-ce que l'attente est trop forte? Est-ce que vous ressentez une forme de pression vis-à-vis de vos concitoyens? On va dire que je la connaissais. J'étais élu précédemment, alors élu d'opposition, mais élu tout de même, je connaissais quand même si le saut de conseiller municipal à maire, de façon évidente, fait que, je vous donne des anecdotes, vous faites vos courses, vous faites votre jogging, on vous interpelle. Il n'y a pas de limite, et vous ne pouvez pas dire « je suis désolé, je suis en train de courir ». On va dire « non, j'étais le sujet, j'étais l'urgence ». Et on attendra de vous votre disponibilité pleine et entière. Donc ça fait partie de cette réalité. Maintenant, si je suis maire et si je le fais, c'est aussi que je l'accepte. Et j'estime que c'est, y compris, je ne vais pas dire le revers de la médaille, mais ça fait partie sans doute aussi de la fonction. Mais il y a un point qui vient d'être dit qui est extrêmement juste, c'est que finalement le temps consacré par les maires, et l'étude le révèle très très bien, n'a cessé de croître. Et pour les villes, petites villes, villes moyennes et au-delà, on constate que c'est plus de 35 heures, parfois plus de 70 heures consacrées par semaine. C'est énorme, avec aussi une technicité beaucoup plus grande. On vous demande dans les réunions intercommunales et au-delà, une compétence financière, une compétence urbanistique, d'avoir votre mot à dire en matière de gestion des déchets, d'eau, d'assainissement, de sécurité, et j'en passe. Et finalement, cette technicité d'une part et le temps consacré d'une part, finit par ressembler, qu'on le veuille ou non, à une forme de professionnalisation. Et je pense que c'est quand même là, on est à un moment assez clé, charnière, qu'y compris certains maires qui étaient là depuis un certain nombre d'années, voient cette évolution se faire,
les interpellations d'une part, mais aussi cette technicité supplémentaire. Et c'est là où, quand on parle de statut de l'élu, on parle très concrètement de formation, on parle de conciliation vie professionnelle, vie personnelle. Vous avez parlé, y compris, de la place des femmes en politique. J'ajouterai aussi la question des élus étudiants, qui est souvent passée sous silence. Alors que si on veut régénérer la vie démocratique, il faut penser à cela. Et j'ajoute quand même un sujet qui est parfois tabou, mais qui, je pense, doit être abordé dans le cadre d'une loi du statut de l'élu. C'est la question de la prise en compte pour les retraites, la question aussi de l'indemnité des élus, qui n'a, pour certaines tranches de collectivités, pas du tout évolué quasiment en 20 ans, alors que l'inflation, elle a existé. Et c'est quand même des questions très pratiques, parce que pour que quelqu'un, quel que soit son niveau socio-professionnel, son âge, veuille s'engager, il faut qu'il sache dans quelles conditions il s'engage. Et s'il n'était pas réélu, eh ben, ma foi, qu'est-ce qui se passe pour lui après? Est-ce qu'il y a une reconnaissance des acquis d'expérience, etc. Donc, ce sont des éléments très concrets sur lesquels nous plaidons et qui, à mon sens, peuvent faire l'objet d'une majorité à l'Assemblée. La preuve, d'ailleurs, au Sénat, ça a été voté unanimement l'année dernière. Martial, sur ce sujet. Oui, non, mais je crois que le maire d'Étang-la-Ville fait un très bon résumé du travail qu'on a pu effectivement, d'ailleurs avec le soutien de la PVF, mettre sur pied. Je rebondis sur deux points qui, moi, me semblent très importants, où il peut y avoir d'ailleurs peut-être un paradoxe. Sur la question du statut de l'élu local, effectivement, on voit dans l'enquête que la question de l'indemnité ou d'une revalorisation matérielle de l'engagement des élus, elle n'est pas prioritaire, mais beaucoup d'élus ne seront pas contre l'idée d'une bonification, d'une amélioration. Au regard de ce qui vient d'être dit, effectivement, le temps consacré chaque semaine à l'activité de maire, avec des différences, mais qui ne sont pas si grandes, parce que quand vous atteignez 30 heures pour des petites communes, c'est considérable. On se dit, on est presque maire à temps plein, et je rappelle, aujourd'hui en France, un maire sur deux a une activité professionnelle en parallèle. Et deuxième élément, on pose la question du nombre de vacances que vous prenez chaque année. On est à peine 3 semaines de vacances par an. Alors certes, c'est du déclaratif, mais il correspond quand même à la réalité de ce qui vient d'être évoqué sur le fait d'être toujours disponible. Et en fait, ne pas être disponible, c'est ce qui casse la confiance entre les citoyens et leurs représentants municipaux. Mais j'ajoute un point, peut-être un petit bémol, en tout cas une réflexion qui va certainement être débattue quand le texte sur le statut de l'élu local sera discuté à l'Assemblée nationale. Il y a un risque malgré tout. Il y a eu la loi engagement et proximité 2019, revalorisation des indemnités pour les maires jusqu'à 3500 habitants. Il y a un risque, et on le voit dans les enquêtes nationales, il ne faudrait pas que les Français considèrent, s'il y a une revalorisation, d'associer leurs élus locaux à des professionnels de la politique locale. Donc là, il y a une vraie tension, parce que si cela se produit, alors là, c'est le lien de confiance qui est totalement cassé, et on reviendra à ce qu'on observait dans les années 60-70, les premières enquêtes d'opinion, et l'IFOP est bien placé pour porter ce souvenir des enquêtes. On voyait que la figure marquante, c'était pas le maire, en tout cas celle en qui les Français avaient le plus confiance, c'était souvent le député maire. Et donc cette figure nationale qui aujourd'hui, au fil du temps, a glissé vers le maire. Donc attention sur l'effet, la réception par les Français d'une évolution qui serait perçue comme beaucoup trop privilégiée pour les élus locaux. On en est loin, mais gardons ça à l'esprit. Et une dernière question, Daniel Cornalba. Est-ce que vous avez envie de vous représenter après ce premier mandat ? Comme vous le voyez, je ne me suis pas rasé depuis quelques jours, donc est-ce que j'y pense en me rasant? Ça fait longtemps que je n'y ai pas pensé. Mais plus sérieusement, je pense que, vous l'avez dit, c'est une décision aussi collective. Il y a le maire, mais il y a toute l'équipe qui va avec. Et ça, c'est une décision qu'on prend ensemble. Je pense que le mandat a été chargé, on l'a dit. Et je précise évidemment pour Martial Foucault, nous ne le faisons évidemment pas pour l'argent, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien au contraire. Et je pense qu'on parlait de plus de 30 heures. Je pense que je pourrais témoigner sur parfois plus de 70 heures par semaine. Parfois, certaines semaines, plus de 90 heures. C'est énormément de temps consacré. Si on le fait, c'est... on a un petit problème de connexion. On a des problématiques. Bon, on vous a entendu. Merci beaucoup. Merci Daniel Cornalba d'avoir été avec nous, maire de l'Étang-la-Ville dans les Yvelines. Et justement, on va voir un dernier point. Il y a des maires, à l'image de Daniel Cornalba, qui n'ont pas encore pris leur décision. Lorraine, dans l'étude de Martial, comment on explique l'incertitude ou le renoncement ? Eh bien, il y a des raisons d'ordre institutionnel. 17% d'entre eux citent le manque de moyens financiers et 15% l'exigence
trop forte des citoyens. Il y a aussi des raisons plus personnelles comme le sentiment d'insécurité. Ils sont 19% à le constater. 61% des maires interrogés ont été victimes d'actes d'incivilité depuis 2020. 36% de menaces verbales et écrites, 33% d'insultes et d'injures et 25% d'attaques sur les réseaux sociaux. Ouais, Elisabeth le rappelait, on a beaucoup parlé de ces violences, de ces sensibilités. Ça joue évidemment sur l'envie des maires de se représenter, Martial. Oui, alors, pardon. Non, ça ne joue pas. C'est une vraie réalité. Il y a ces violences. Et d'ailleurs, ça joue sur leur morale, depuis 2024, on voit que les tendances, heureusement, sont soit stabilisées, soit à la baisse. Donc, il faut dire que, souvenons-nous, vous l'évoquiez tout à l'heure, les émeutes de fin juin 2023, la circulaire Dupond-Moretti auprès des procureurs demandant à ce qu'il y ait une accélération du traitement par la justice de tout dépôt de plainte ou signalement. En revanche, dans l'enquête, on voit que si vous avez été, 60% se déclarent avoir été victimes d'incivilité. C'est énorme. Eh bien, quelle que soit, l'intensité de cette exposition aux violences, ça ne modifie pas l'intention de continuer ou de renoncer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de plus puissant qui domine chez les maires, et on ne l'a pas encore évoqué. Quand on dit servir, mais ce qui domine chez les maires, c'est la nécessité, l'envie d'être utile dans une communauté de vie. Et ça, ils sont prêts à accepter, alors pas toujours, mais ils sont prêts à accepter finalement de devoir être exposés à condition, quand on parle de reconnaissance, c'est pas un manque de reconnaissance des administrés, c'est un manque de reconnaissance de l'État. C'est-à-dire la puissance publique, la parole publique nationale, exécutive, et pas simplement être, dans une séquence de câlinothérapie quand il s'agit de gérer des crises. Oui, mais tout ce qui vient d'être dit me rappelle une enquête un peu ancienne de l'IFOP faite auprès des maires, mais juste avant les municipales de 2020 pour le groupe LR du Sénat. C'était Bruno Retailleau qui l'avait commandité. Et c'est vrai qu'on demandait à un maire ce qui était le plus difficile dans sa fonction, sachant que c'était une fonction, ils étaient satisfaits à 90% de l'exercer. Il l'a conseillé à personne, il l'a recommandé à personne, mais il y avait quand même cette forte satisfaction, ce que vous disiez, Martial, cette idée d'être utile. Mais dans les éléments les plus compliqués, c'était la baisse des dotations de l'État, c'était, vous en parliez, Elisabeth, la complexité de la tâche, c'était les relations avec l'intercommunalité. C'est vrai que ça change. Et en plus, combien de fois sur le terrain, quand je présente des études, des membres d'un conseil municipal me disent on m'interroge sur l'eau, sur la voirie, mais c'est pas nous, c'est la métropole. C'est pas nous, c'est l'interco. Mais je leur ai dit, et ils savent bien sûr qu'ils ne peuvent pas être sur une logique, c'est pas moi, c'est pas ma faute, si je puis dire. Ils sont attendus, même s'ils ne sont pas responsables. Mais ce qui arrivait en tête quand même, c'était le degré d'exigence toujours plus fort des concitoyens. Parce que dans peut-être pas ce désert politique, dans un contexte où au national, il ne se passe plus rien, les élus locaux sont pris en sandwich entre ce national et il ne faut pas oublier une nouvelle sphère, la sphère internationale qui inquiète énormément. C'est eux qui sont, si je puis dire, à l'avant-garde. Et justement, dernière question pour vous, Elisabeth, ce sont évidemment des élections locales, c'est municipal. Mais est-ce que dans 9 mois, elles auront un fort enjeu national aussi ? Bien sûr. D'abord, c'est la seule élection dont on soit sûr. Je dis ça un peu en souriant, mais c'est vrai que avant la grosse crise géopolitique qui nous a percuté il y a quelques mois, on a beaucoup évoqué l'incertitude sur le calendrier des échéances nationales. Frédéric le sait bien. Donc, on avait une borne qui ne bougeait pas dans le paysage politique avant une présidentielle. C'était 2026. C'est vrai que ça va être très important parce qu'on aura l'occasion d'en reparler, vous en parlerez beaucoup, mais comment ça va se passer à gauche ? On a vu hier qu'un élu socialiste chez vous, je crois, Ryan, a d'ailleurs précisé que il n'y aurait pas d'alliance avec la France insoumise. Les filles n'étaient pas évidentes. Ça a fait réagir violemment Jean-Luc Mélenchon qui a acté la rupture pour les municipales. Il y a beaucoup d'enjeux. Et puis, il y a évidemment ce qui supplante tout ça aussi, c'est le gouvernement. Mais ce que je voulais dire, moi je trouve que c'est formidable qu'on ait parlé de ça ce matin parce qu'on oublie parfois en politique de rappeler que oui, il y a ce sentiment de service au public, de service public, et que entre 70% des Français qui s'estiment satisfaits des maires et ceux qui disent que aller présider une cérémonie à 80%, effectivement, ça leur apporte une gratification. Ça rappelle qu'à l'échelon local, mais peut-être pas seulement, mais on en parle tellement peu, eh bien, il se passe quelque chose de positif dans la relation entre le politique et le Français. Et pardon,
Ça fait du bien. Merci. On va terminer sur cette note positive. Merci beaucoup à tous les trois. Si vous voulez bien rester avec nous, on regarde ce qu'elle a une de la presse régionale. De la presse régionale, la suspension des surtaxes par les États-Unis. Oui, volte-face, coup de tonnerre. Hier soir, à la surprise générale, Donald Trump a annoncé suspendre les surtaxes douanières pour une durée de 90 jours, sauf pour la Chine. Les produits chinois, eux, seront taxés de 125%. Pour tout comprendre, je vous propose de lire cette double page dans le Télégramme, avec notamment la reprise des déclarations du président américain, les explications, les conséquences. Pour Donald Trump, la Chine doit arrêter, je cite, de dépouiller les États-Unis. Une guerre commerciale qui va donc se jouer entre ces deux superpuissances. 80% du commerce entre les deux pays est menacé. Autre taxe, autre registre, mais polémique tout de même, celle sur les emballages alimentaires. Depuis le 1er janvier dernier, les artisans boulangers, fromagers, primeurs, bouchers doivent payer une éco-contribution sur les emballages. Progressivement, certains de ces artisans vont donc arrêter de mettre le pain dans le sachet et autres produits. Ils incitent leurs clients à réutiliser les sacs et autres contenants. Dans l'actualité également, c'est un maire, Grégory Doucet, le maire de Lyon, sorti de garde à vue. Oui, il est ressorti libre du commissariat hier en toute fin d'après-midi. Il était entendu dans le cadre d'un dossier d'information judiciaire ouvert du chef de détournement de fonds publics. Grégory Doucet a été interrogé sur la nature des tâches effectuées par des chargés de mission payés par la ville. Selon ses mots, il a pu s'expliquer, livrer ses explications sur ce dossier. À un an des élections municipales, le Parlement a adopté une loi étendant aux communes de moins de 1000 habitants le scrutin de liste paritaire. On en a parlé il y a quelques instants dans cette émission. Et ce, dès mars 2026. La parité va-t-elle progresser? Ça, c'est ce que se demande Corse Matin. 12% de femmes portent l'écharpe de maire sur l'île, 20% sur le reste du territoire. Elles sont 5 femmes à la tête d'une commune de plus de 1000 habitants en Corse. Et le journal leur donne la parole ce matin. Autre titre de l'actualité, inciter ou contraindre les médecins à s'installer. C'est à la une de Midi Libre. L'embauche de praticiens salariés par la région Occitanie fait reculer les déserts médicaux. En 2 ans, 100 praticiens ont été recrutés. 31 000 patients ont pu enfin trouver un médecin traitant. La loi portée par le député Guillaume Garot sera en débat au Parlement. Et cette loi veut aller plus loin. Et puis on termine avec le journal du Havre qui nous rappelle ce qui est permis ou non dans les parcs et dans les forêts. Il fait beau, il fait chaud, alors forcément on a envie de prendre l'air. Il est interdit de faire des barbecues, de planter une tente, de construire une cabane. Interdit de pêcher, Oriane, si vous aviez eu envie, ou encore de nourrir des canards. De toute façon, il fait mauvais ce week-end, donc ça sera plus possible. Merci beaucoup, Lorraine. Merci beaucoup, Martial Foucault, Elisabeth Martichoux, Frédéric Davy. Merci à tous de nous avoir suivis. À 18h, vous avez rendez-vous avec Sens Public. On se retrouve demain. Très bonne journée.